Shouting will loud, the crowd will swell, the people shouts responding well. O'er the land and land news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll. When freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Très courte introduction, alors deux choses, vous allez voir une courte vidéo qui incite à découvrir mon Substack, puis l'introduction traditionnelle, puis une interview d'un peu moins d'une heure réalisée à Marseille suite à ma conférence que certains d'entre vous ont déjà vue. Sinon aujourd'hui je suis dans l'Aisne, 4 heures de conférence, alors je ne sais pas encore si ce sera en deux temps, une partie questions-réponses qui dure un peu moins de 2 heures, ou la principale partie de la conférence qui dure 1h40. Je vais voir au moment du montage parce que j'ai pas mal une interview pour des chaînes russes, pour des médias russes et pour des conférences, donc on verra. En tout cas, je vous remercie comme toujours de partager les vidéos, de décider ou non si vous voulez aider. Alors je sais que parfois on me reproche de demander de l'aide, mais en même temps je ne le fais pas pour le plaisir, je le fais par nécessité. J'ai décidé de me consacrer complètement à ce métier de journaliste citoyen, de partir pour des conférences un peu partout, de partir en pèlerinage, mais surtout de travailler plus de 15 heures par jour, tous les jours, pour vous informer, hein, même les samedis, les dimanches, etc. Ça n'arrête jamais. Et je sais, puisque je découvre à chaque fois quand je vous rencontre où que j'aille, à quel point ça semble utile. Donc je continue. Et ça n'arrêtera pas. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui me remercient. Et là, regardez cette courte vidéo qui vous fera découvrir, je l'espère, Substack, qui est une forme de blog, newsletter. C'est gratuit et certains décident de s'y inscrire et de payer. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Profitez de cette interview qui, je pense, mérite d'être regardée et partagée. Voilà. Your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like air I'll rise out of the heart of history shade. I'm from a past that's rooted in pain. I'm of that ocean, leaping in wine, welling and swelling out there in the tide. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Bonjour Bertrand Schuller, on est le mercredi 23 avril. Je vais vous présenter un peu pour nos internautes et nos abonnés. Vous êtes né en 1969, oui. Vous êtes entrepreneur consultant en stratégie et vous êtes une personnalité publique française au parcours diversifié, mêlant formation scientifique, carrière professionnelle variée et engagement médiatique. Votre parcours démarre en 1975 à l'école Colbert, puis Sciences Po à Paris, Institut français du pétrole, donc vous sortez avec un diplôme de géophysicien qui est l'équivalent d'un doctorat. C'est bien ça? Pour finir à l'école des mines 1990. Vous avez démarré votre carrière alors, en fait, tout ça c'est en sens inverse, mais c'est pas grave. C'est en sens inverse, d'accord. Alors c'était 90, école des mines, puis Sciences Po, c'est ça? Alors, ouais. Vous avez démarré votre carrière dans les secteurs stratégiques et financiers, c'est bien ça?
Vous avez également fait de l'entrepreneuriat dans l'art et en 2013, vous ouvrez une galerie d'art à Paris et 3 ans après à Miami. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous vous décrivez comme consultant stratégie sur des questions énergétiques et géopolitiques. Et dans ce cadre, vous êtes intervenu de nombreuses fois dans de nombreux médias où vous avez abordé des sujets très délicats. Comment votre parcours a-t-il façonné votre vision du monde et comment envisagez-vous ce monde aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai jamais eu d'idée de parcours. C'est-à-dire, quand on me demandait ce que je voulais faire, je ne savais pas vraiment en fait. J'avais une passion, c'était les objets anciens. Donc j'aurais eu un rêve, j'aurais pas fait d'études et je serais devenu brocanteur. Parce que je trouvais ça sympa, j'aimais bien l'idée des vieux tableaux, vieux objets, etc. Enfin, ça me plaisait. Puis mes parents aimaient bien chiner, aller à des ventes aux enchères et je trouvais ça plus drôle que de devenir patron d'une entreprise ou consultant, avocat, ou ce que vous voulez. Bon, j'étais plutôt doué à l'école, hein, parce que j'ai eu un bac C, mention très bien, etc. Enfin, mais tout ça m'intéressait pas en fait. J'avais un don, mais c'était pas une fin en soi. Et donc j'étais, comment dire, assez curieux de plein de choses. Le pétrole, ça m'intéressait. Donc quand j'ai rejoint l'Institut français du pétrole, c'était pour faire de l'exploration, production. Et la géophysique, c'était véritablement le niveau ultime pour aller sur le terrain en fait. L'idée c'est de donner des images du sous-sol pour savoir où creuser. Et ça marche en mer, ça marche n'importe où dans le monde. C'est-à-dire on fait de la sismique, donc des espèces de pétards qu'on met un peu partout. Ouais. Et il y a des signaux qui partent dans le sous-sol et qui se réfléchissent sur les couches du sous-sol. On traite ça et on a une idée de l'endroit où on a une chance de trouver du pétrole. Et puis finalement, en fait, oui, il y a des gens qui font ce métier, qui vont sur le terrain, mais pas ceux qui ont le diplôme que j'avais, qui se retrouvent plutôt dans une grande tour avec des ordinateurs très puissants, à affiner sans cesse les résultats des études, mais c'est pas tellement sur le terrain. Donc je me suis dit, bon ben, je vais faire autre chose, donc je suis allé à Sciences Po. Parce que j'avais trouvé plus sympa les gens dans les boîtes pétrolières qui étaient diplômés de Sciences Po que ceux qui étaient diplômés de l'Institut français du pétrole. Et j'ai été pris à Sciences Po et diplômé. Et là, effectivement, j'ai plus fait une carrière dans le domaine financier, dans le domaine du conseil en stratégie, mais toujours un peu sans savoir pourquoi je faisais ça. C'est-à-dire quand les gens me disaient, mais comment vous vous projetez dans quelques années? Il n'y avait pas un objectif, un but précis. Quand ils me disaient comment vous projetez dans quelques années, ma réponse était toujours, j'en ai aucune idée, la seule chose que je sais, c'est qu'un jour j'aurai une galerie d'art contemporain. Donc j'étais plus dans l'idée d'être brocanteur, je trouvais ça beaucoup plus drôle d'être quelqu'un qui allait développer des artistes contemporains. J'avais lu la biographie de Kahnweiler, et qui était celui qui a vraiment développé la carrière de Picasso, mais d'autres artistes, et j'avais trouvé ça passionnant. Je me disais, tiens, et surtout, en fait, l'art, c'est un média, donc qui permet en un tableau, en un poème, une musique, de faire passer des messages, pour moi, bien mieux que beaucoup d'autres médias. Et je considère d'ailleurs que la littérature, c'est aussi un média, d'ailleurs, de plus en plus, c'est utilisé par les marques pour faire de la pub, pour les grands auteurs à fort tirage. Et donc, ce qui faisait qu'en fait, quand j'avais des jobs, je réussissais plutôt bien, parce que quand on n'a pas d'ambition, on est détendu, on bosse, on dit ce qu'on pense, on n'est pas dans le calcul vis-à-vis des personnes avec qui on bosse. Oui, mais ça donne liberté. Voilà, complètement. Puisqu'en fait, si ça marche pas, il n'y a pas d'enjeu. Donc je sais que je pourrais aller ailleurs, et puis c'est pas ma destination finale. Donc je réussissais bien, donc je progressais vite, j'avais toujours d'autres possibilités de job, etc. J'ai une carrière assez rapide, en fait, je me trouve avec des postes à responsabilité, puis je crée des boîtes, puis je vends les boîtes, je prends des années sabbatiques, entre guillemets, puis je recommence. Enfin, j'ai vraiment une vie un peu
c'est pas très comparable, mais ça pourrait être comme un Forrest Gump. C'est-à-dire que je me retrouve à être dans des endroits qui sont, quand on est un sportif, bah, il faut travailler ses jambes, il faut travailler les abdominaux, il faut travailler les bras, les épaules, mais il faut aussi travailler le mental, il faut travailler l'endurance, les poumons, avoir une bonne alimentation, etc. Et je me rends compte que sans le faire exprès, en fait, toute cette vie me prépare au moment du Covid à être quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer sur les sujets. J'étais dans le monde du sport, j'étais dans l'énergie, j'étais dans la finance, j'étais également dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, j'ai vraiment vécu de l'intérieur tout ça, et j'ai vécu aussi avec des personnes extrêmement proches du pouvoir, et j'ai voyagé dans beaucoup de pays du monde. Dans chacun de mes jobs, j'ai fait beaucoup d'international. Et la galerie aussi, comme vous l'avez dit en introduction, elle s'est développée à l'international. Donc, bah, je me dis, il faut se battre. On a un président qui est véritablement dangereux pour notre pays, mais qui est dangereux pour le monde, et tout le monde le prend pour un abruti fini qui est là par hasard, qui est un bébé Rothschild, qui est placé là pour dépecer la France et vendre la France, parce que les gens regardent un peu, j'ai l'impression, par le petit bout de la lorgnette. Parce que comme ils n'ont jamais vécu avec des gens qui font de la politique, ou avec des gens qui font de la banque à haut niveau, etc., ils ont toujours été un peu journalistes, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne peuvent pas imaginer, pour eux c'est du cinéma en fait. Macron il est arrivé là, c'est comme un film en fait, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On le découvre aujourd'hui avec des enquêtes comme celle de Xavier Poussard, qui regarde un peu l'histoire de Brigitte Macron, et qui commence à se demander quelle est l'histoire d'Emmanuel Macron. On voit que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tarabiscoté que tout ce qu'on peut imaginer. Mais moi j'ai un peu cet instinct-là en fait, parce que c'est un monde que je connais, et je comprends qu'il est pas là par hasard, mais il n'est pas là pour un job de charcutier de l'économie française ou autre. Il a une mission qui est bien plus élevée. Et en plus, tous les gens qui sont censés être très importants et l'avoir amené au pouvoir, bah, ils ont tous disparu, il ne les considère pas en fait. Il utilise tous les gens qu'il a croisés comme des ponts, y compris Rothschild, Attali, enfin qui sont des noms qui sont tout le temps cités, mais dont on entend, pour ainsi dire, pas parler. Même le patron de BlackRock qui venait régulièrement, et les gens pensaient que le patron de BlackRock venait donner des instructions à Macron, négocier des choses avec Macron. En fait, maintenant les gens commencent à comprendre, ceux qui cherchent, que c'était l'inverse en fait, que c'était Macron qui distribuait les instructions. Mais ça dépasse beaucoup le domaine économique, c'est vrai dans le domaine politique, etc. Et donc en ce moment, il tire toutes les ficelles, mais jusqu'à défier Trump au niveau du dollar, en disant bah, le dollar va se casser la gueule et la prochaine monnaie de référence, c'est l'euro, qui correspond un peu à une déclaration de guerre. Et dans la foulée, que fait Trump? Bah, il dit oh, j'arrête de me battre avec les Chinois, parce qu'il est en train de réaliser pour la première fois que le pire ennemi, c'est Macron. Et donc il s'était trompé, il regardait l'Iran, il regardait la Chine, il regardait... Et là, d'un seul coup, en fait, ils sont en train de comprendre que celui qui tire les ficelles, qui est dangereux, c'est Macron. Mais moi, en fait, dès 2017, en fait, je pense, mais le monde fonctionne bien. C'est-à-dire, bon, il y a les gilets jaunes, il y a plein de choses, c'est violent, mais on n'a pas encore vécu le moment où tout bascule, en fait, avec le Covid. Et là, ça bascule à un point qui est inimaginable. Les gilets jaunes, il y avait de la violence, il y avait plein de choses, il y avait les médias montés, tout était... Mais c'était ce qu'on vit depuis toujours, en fait. Là, d'un seul coup, ça dépasse l'entendement. On a le pape qui dit que le vaccin, c'est un acte d'amour. On nous explique que si on prend un café assis, c'est pas très dangereux, mais si on prend un café debout, c'est dangereux. Donc il va falloir un pass vaccinal. Puis. Et tout ça se passe à des moments où tout le monde sait que finalement les vaccins ne sont pas efficaces. Et en plus, il y a un truc qui s'appelle Omicron, qui est la énième variante du vaccin, et qui est un vaccin naturel. C'est-à-dire pratiquement tout le monde chope le truc, crée des anticorps, et ça fonctionne bien.
Et puis surtout, on découvre que le vaccin change sans qu'on nous dise la composition, puis il y a de plus en plus d'éléments qui disent qu'il y a des effets secondaires. Et puis surtout, en fait, c'est un vaccin qui rappelle un peu la success story de Bill Gates avec les logiciels et les virus, en fait. Donc, c'est censé reprogrammer le corps humain pour empêcher, pour se battre contre la maladie. Et donc, il change même la définition du mot vaccin. Et là, je me dis, ça prend des proportions incroyables. Ils ont des usines, mais les flacons dans lesquels ils vont mettre le vaccin, ils en ont commandé des milliards à une boîte allemande qui s'appelle Schott, 2 ans avant le Covid. Pourquoi c'est du verre très spécifique? C'est parce qu'en fait, il est censé rester dans des frigos à moins 100 degrés. Ouais. Amusez-vous à mettre un verre pas spécifique avec un liquide dedans dans un frigo à 100 degrés, le truc pète. Donc là, c'était vraiment ça. Et puis ça me paraissait bizarre, cette idée d'un vaccin qui est censé être tellement froid, mais qui va être tenu par des gens qui ont les doigts chauds, il va être mis dans des seringues, et puis un flacon, c'est 3 doses, entre la première dose et la 3e dose, le truc, rien ne tient la route, en fait. Là, c'est un peu le scientifique, mélange un peu Colombo, inspecteur Gadget, etc., qui dit, mais oui, c'est la rationalité, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais les gens essaient d'en parler hyper techniquement, c'est des grands médecins, c'est des grands chercheurs, et puis on se rend compte que ils disent souvent des trucs intéressants, mais ils disent aussi un peu n'importe quoi, et puis ils ont aussi un peu des conflits d'intérêts, etc. Donc on voit apparaître les Raoult, les machins, les Perron, c'est des fans de vaccins. Moi je pense que le vaccin, voilà quoi, le corps, c'est une machine incroyable, et si on avait besoin de ça, l'humanité aurait disparu depuis très longtemps en fait. Et elle a résisté à ça justement parce qu'elle a appris par elle-même à se défendre. Donc, bon, voilà. On donne 18 vaccins aux bébés quasiment à la naissance, c'est vrai dans plein de pays. Et puis il y a des pays où on donne aucun vaccin, et finalement, ils ont des bonnes dents, ils ont des bons muscles, par exemple en Afrique ou ailleurs, ou au Kyrgyzstan, ou dans tous ces pays-là. Mais en revanche, dès que ces pays veulent rentrer dans l'économie mondialisée, l'alpha de tout, c'est le vaccin. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent nous injecter? Et comme j'avais été un peu là-dedans, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'avais des petites idées de tout ce qu'ils pouvaient faire en fait. On est arrivé à des niveaux de miniaturisation, on peut tout mettre. Et je me dis, Macron est le plus fou sur le vaccin. En plus, j'ai des copains qui sont dans d'autres pays à l'étranger, et ce qu'on nous raconte à la télé française en disant que c'est plus dur ailleurs, ils me disent, mais tu rigoles, c'est de la rigolade chez nous par rapport à la France. Donc les médias en plus nous font croire que la France c'est la version Canada Dry d'une version whisky dans les autres pays. Alors que tous les autres pays regardent la France comme le cauchemar, et les hommes politiques des pays en question disent regardez ce qui se passe en France, estimez-vous heureux, mais en même temps on va devoir suivre la France. Parce que la France c'est Paris, la France c'est les Lumières, la France c'est plein de choses. Ouais. Et donc on est un phare, on a énormément d'influence. Et donc même quand Macron devient le mec qui devrait effrayer le monde entier, il reste le président réélu en France qui combat le nazisme, machin, etc., etc. Enfin bref. Même quand Trump ou Musk essaient de dire libérer Marine Le Pen, ça intéresse personne, parce que les mecs aussi sont tellement diabolisés que même le fait de dire qu'il faut défendre Marine Le Pen, en fait, ça a l'effet inverse. Je suis pas particulièrement pour ou contre défendre Marine Le Pen, parce qu'à partir du moment où tous ces gens-là, y compris Marine Le Pen, ont laissé Fillon se faire fusiller en 2017, quelque part, ils méritent leur sort, quoi. Et c'est un bouquin qui s'appelle Inconnu à cette adresse. Quand c'est arrivé à Fillon, toute la classe politique aurait dû le défendre, voir que c'était un assassinat politique. Personne ne l'a fait. Donc maintenant, Macron va tous les assassiner un par un, et ils vont tous tomber un par un, sans prendre conscience qu'ils doivent s'aider les uns les autres. Et de toute façon, pour Marine Le Pen, c'est encore plus désespérant, parce que le président de son parti, Bardella, il a d'autres ambitions, il va clairement pas se battre pour elle, au contraire. Et lui, il est hyper compatible avec Macron sur tous les sujets, le vaccin, l'Ukraine, l'Europe, Israël, etc. Donc en réalité, tout ça, c'est devenu un théâtre
dans lequel Macron est le chef absolu, mais de temps en temps, les médias disent qu'il a des problèmes avec un tel, et comme ça les gens se disent « Ah, il va tomber », et comme ça il gagne 6 mois, et puis 6 mois après il fait une dissolution, un machin, ceci, un cela, en attendant d'exercer l'article 16 de la Constitution. Je pense qu'il exercera avant l'été, qui lui donne les pleins pouvoirs, et puis bon, par ailleurs il y a la loi de programmation militaire. Mais quoi qu'il arrive, j'essaie de motiver des personnes qui sont dans ce monde du journalisme citoyen pour qu'on bosse ensemble. Et ils m'écoutent tous attentivement, puis je réponds bien aux questions, enfin, dans le domaine du pétrole, en machin, le Nord Stream, ceci, cela, enfin bref. Et, mais personne ne veut travailler avec personne, parce que tout le monde essaie de gagner un ego, mais surtout, en fait, ils ont leurs épiceries, en fait. Donc, ils ont leurs produits financiers, leurs abonnés, leurs machins, et ils veulent devenir de plus en plus gros, et donc ils veulent rien partager, en fait. C'était un peu cette question, comment toi tu fais pour vivre et te développer, et je lui dis c'est dur parce que nous on est sur un créneau où les personnes qui nous écoutent n'ont pas de moyens en fait, et ceux qui en ont se disent puisque je peux avoir tout gratos, pourquoi je m'embêterais à payer parce qu'elle n'ose même pas demander, etc. Bon, les gens ils devraient se dire que ça doit changer parce que tu ne pourras pas faire toute ta vie comme ça. Tu as beaucoup de qualités qui te permettraient de faire autre chose. Et voilà. Et donc, il faut que les gens qui s'intéressent à tes émissions, de temps en temps, ils fassent un petit cadeau, quoi. Non, mais... oui, bien sûr. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Et donc, ça n'a pas marché. Et puis, je me suis dit, je vais lancer mon média. Au début, je ne pensais pas que le monde deviendrait aussi fou. Donc, Covid... Ukraine, Gaza, le climat, les tarifs de Trump, l'économie, la dette, l'impression de billets en centaines de milliards. Là, on a l'euro numérique qui arrive en octobre. L'identité numérique. La sexualisation à l'école. Enfin tout. Faut qu'il y ait transhumanisme. Et il n'y a rien... L'IVG dans la Constitution, qu'est-ce que ça a à faire maintenant, l'euthanasie Klaus Schwab qui se fait virer, il a 88 ans et ils disent qu'ils vont faire une enquête contre lui parce qu'il aurait fait des malversations. En fait, tout est fait pour... à noter qu'il est remplacé par le directeur de Nestlé. Qui était le mec le plus proche de Macron quand il était chez Rothschild. Donc le monde, il est quand même tout petit, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la première question. Super. Sur vos prises de position, on va parler de Gaza, donc concernant Gaza, vous soulevez de nombreux éléments et vous parlez d'intérêts liés au gisement d'hydrocarbures, de génocide, mais aussi d'enjeux spirituels. Et alors, vous proposez une solution iconoclaste pour la paix à Gaza, impliquant Trump et Vladimir Poutine. Pouvez-vous détailler cette proposition et nous expliquer pourquoi vous pensez qu'elle serait réalisable? Dans tout... Alors, petit 1, les Palestiniens, ils sont chez eux dans toute cette région. Oui. Ils étaient là, ils ont été virés, la Nakba, etc. Mais c'est chez eux. Depuis des milliers d'années. Voilà. Et la plupart des Israéliens ou Juifs qui prétendent que c'est chez eux, en réalité, ils sont d'origine d'Europe de l'Est, ils sont d'origine du Maroc, d'Algérie ou autre, enfin, et ils n'ont pas de lien typiquement avec la terre d'Israël. C'est un peu compliqué, c'est comme la religion chrétienne ou musulmane, voilà, et la religion juive, il y a eu quand même beaucoup de conversions politiques, aussi beaucoup de migration, d'installation aux quatre coins du monde avec d'autres cultures, d'autres souches. Voilà, donc moi je n'ai rien contre l'État d'Israël, je trouve ça très bien, mais j'ai contre un État qui traite comme ça ses voisins, parce qu'il ne traite pas que Gaza comme ça, il traite très mal la Cisjordanie, il la colonise. Gaza, de toute façon, a été réduit par 4 ou 5 fois depuis les frontières de 1967, mais il traite aussi très très mal le Liban depuis toujours. Et il traite extrêmement mal la Syrie. Donc ça, c'est la première chose. Et si l'Irak est tombé, si l'Iran est menacé, on se rend compte à chaque fois que ceux qui tirent les ficelles derrière sont des stratèges qui sont très liés
à l'État d'Israël. Donc on a véritablement un État qui représente quelques millions de personnes de religion juive dans le monde, puisque c'est l'État juif, c'est comme ça que c'est présenté. Donc c'est 15, 20, 25 millions de personnes dans le monde, mais qui est plus puissant que tous les pays du monde quasiment. Et mais encore une fois, voilà, il y a une situation maintenant, qui a été décrétée par les Anglais, les Alliés, qui était acceptée par les Turcs. Voilà. Il y a les un Anglais État qui étaient les premiers à vouloir aider, quoi. Oui, mais tout le monde voulait aider. Après l'Holocauste, il faut être inhumain pour pas vouloir aider les Juifs. Ils ont traversé quelque chose d'horrible, comme d'autres. Oui, bien sûr. Les homosexuels, les Tziganes, il y a les Arméniens qui ont subi un génocide, les Indiens ont subi un génocide, mais en tout cas, l'Holocauste, c'est quelque chose qui dépasse, entre guillemets, ce qui a pu arriver dans l'humanité. Mais c'est une solution qui est trouvée au détriment d'autres personnes. Donc en fait, c'est comme les vases communicants. C'est-à-dire, votre malheur, on va essayer de vous donner du bonheur en vous installant en Terre Sainte, mais vous allez créer de fait du malheur. Et ça avait commencé bien avant l'Holocauste. C'est-à-dire que dès le début du XXe siècle, il y a quand même eu beaucoup d'exactions, beaucoup de tueries, beaucoup de terrorisme, etc. C'est pas quelque chose qui démarre dans les années 47, 48. Ça avait commencé avant, le fait d'avoir une attitude un peu de on me donne le doigt, je prends la main, on me donne la main, je prends le bras, on me donne le bras, je prends tout, puis la maison, puis machin. Et on voit, de toute façon, il y a tout le temps des images. Mais c'est une situation qui est comme ça, et moi je pense qu'on vit à une époque où on doit pouvoir trouver des solutions. C'est-à-dire que tous les pays doivent trouver des solutions. Israël doit trouver des gens qui deviennent les dirigeants de ce pays, qui sont capables de discuter en bonne intelligence avec tout le monde, puisqu'en fait les religions, elles vivaient très bien ensemble partout dans le monde depuis longtemps. Il y a 2 ou 3% de juifs qui vivent en Iran, ils n'ont aucun problème. Personne n'a jamais parlé de problèmes que vivait la communauté juive en Iran. En revanche, tous ceux qui vivent en Israël et qui ne sont pas juifs, c'est quasiment un État apartheid. Et je ne parle pas de la Cisjordanie et de Gaza. Je parle de la vie là-bas où on est un citoyen de seconde zone quand on n'a pas la religion officielle. Alors, il y a plein de raisons, de démographie, de machin, etc. Mais c'est que des mauvaises raisons. On a bien vu, en Afrique du Sud, personne n'a accepté ce genre de raisons quand elles étaient évoquées par les Blancs vis-à-vis des Noirs. C'était inadmissible. Et là, subitement, ça devient admissible. Donc, une inversion. Une inversion des doubles langages, doubles standards, etc. Et donc, mon idée, elle est très simple. En fait, l'État d'Israël, c'est l'État où il y a la plus grande spéculation immobilière. C'est l'État dans lequel il y a la plus grande diaspora qui possède des appartements, des maisons, des immeubles qui ne sont jamais utilisés. Il y a un stock d'immeubles inutilisés en Israël qui est quasiment en proportion le plus grand au monde, c'est-à-dire plus qu'à Dubaï. C'est-à-dire il y a des centaines de milliers d'appartements inoccupés. Et donc d'un seul coup, on a les Palestiniens qui n'ont plus rien, puisque ça a été détruit par l'armée israélienne. Il n'y a rien dans le Sinaï, à part la possibilité de mettre des tentes, par rapport à l'idée qui est émise. En revanche, en Israël, il y a des villes entières, des zones entières, qui sont totalement inhabitées. Et dans lesquelles, puisque le régime de Netanyahou dit qu'il n'a aucun problème avec les femmes et les enfants, que le problème c'est les gens du Hamas. Donc ils n'ont qu'à installer dans ces maisons, avec l'aide des Américains, les Palestiniens, les civils, les femmes, les enfants, leur donner accès à tous les types de soins qui leur manquent depuis des années, puisqu'ils ont bu de l'eau non potable, ils ont une alimentation déséquilibrée, ils n'ont pas dormi la nuit, etc. Donc il faut quand même que le monde entier prenne ses responsabilités. Et donc moi j'ai cette idée. Alors elle n'est pas vraiment populaire, elle n'est pas très reprise, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et le rôle de la France, notre pays, quel rôle nous, on aurait dû
dès le départ, prendre et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement changer? Il faut changer Macron. Moi, la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, c'était pas pour me battre par rapport au Covid ou par rapport à la mauvaise vision que les gens ont des Russes ou ce qui se passe à Gaza. C'est vraiment, je pense qu'il est extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il n'aurait pas dû être élu la deuxième fois, même si on voit que face à lui, une fois qu'il y a eu Fillon qui a été détruit, puis tous les autres partis, parce qu'en réalité, tous les gens qui pourraient lui faire de l'ombre, un par un, ils se retrouvent avec des casseroles, ils se retrouvent éliminés, ils se retrouvent illégitimés, enfin, il n'y a plus de paysage. Ce qui amène même des personnes qui l'aiment pas à dire, bon, en même temps, qui tu verrais d'autres. Enfin, n'importe qui, une chèvre, ce serait mieux. Peut-être les Français ont essayé de voter contre et voudraient voter pour. Enfin, il y a aussi ce problème de qui voter. Ouais, mais on s'est rencontrés hier. Et c'était, regardez, dans la dissidence, mais qui est toute petite. On s'en est bien rendu compte avec Asselineau et Philippot. C'est des gens qui sont engagés dans la politique, qui ont des discours structurés, qui ont des appareils. C'est-à-dire que ce soit Asselineau, il a vraiment créé un parti, c'est structuré. Enfin, il a fait ça de façon professionnelle. Il a fait 0,5% des voix. Alors qu'il a des centaines de milliers de fans. Alors, bon, pour ça, je suis pas ni pour les uns ni pour les autres, mais c'est vrai qu'il est boycotté, blacklisté, on dit, des médias mainstream. Mais ça, je crois pas. Je crois qu'en fait, pour simplifier, le principal problème d'Asselineau, c'est qu'il a aucun charisme. Il fait rêver personne. Quand on est Asselineau, quand on a 300 ou 400 000 fans, vraiment un noyau dur de personnes qui l'écoutent, qui croient en lui, et qui le trouvent formidable. Et moi-même, je le trouve vraiment intéressant. Mais quand il est en meeting, il doit expliquer pendant les 10 dernières minutes aux gens, maintenant devenez les ambassadeurs, allez vous battre quand il y a une élection, vous prenez votre voiture, vous mettez 5 personnes dans votre voiture pour les amener voter et vous leur expliquez pourquoi vous votez pour moi, etc. etc. C'est exactement ce que Elon Musk faisait pour Donald Trump. Il disait aux gens, c'est pas parce que vous avez l'impression que les gens vont voter, qu'ils vont le faire et tout, vous les prenez par la main, vous les machins. Mais imaginons qu'il aurait fait ça et que 200 000 personnes qui soutenaient Asselineau réussissent en moyenne à bouger 5 personnes. Il avait 1 million, donc 200, plus les 200 000, 1,2 million, plus les 300 000 qui ont bougé personne, 1,5 million. À 1,5 million, il a son député. C'est mal joué, quoi. C'est très mal joué. Parce qu'en fait, c'est, encore une fois, c'est un problème d'épicerie. C'est-à-dire, Asselineau, entre les vidéos, les dons, les machins, finalement, il gagne sa vie comme un président de la République. Il a un grand studio télé, il a un chauffeur, il a un cabinet, il n'a pas tout le stress d'être président de la République avec plein de... Il a une cour, il fait des meetings, il a 500 personnes qui viennent, qui donnent en moyenne, je dis n'importe quoi, 20 balles, plus. C'est bien. Pourquoi s'embêter à essayer d'avoir 500 signatures? En fait, il aurait dû arrêter après la multiplication des échecs. Mais en réalité, lui, il ne vit pas ça comme un échec. Il est même capable d'expliquer qu'il était candidat dans tel truc, etc. Il réussit à réunir 15 ou 20 000 votes. Et il explique que si ça s'était passé de telle manière, franchement, c'est risible. Dans quel sport on peut avoir quelqu'un qui se prétend devenir champion du monde du 100 mètres et qui... voilà, quand on veut devenir président et qu'on n'est même pas capable d'être le maire d'un tout petit village, à un moment, il faut se poser des questions. Mais donc, en fait, lui, il continue à être un candidat politique, mais parce que c'est des business. Et ça n'enlève rien à sa vocation, et je ne rentre pas dans les détails de sa vie, de ses machins, de son parcours, etc. C'est...
personne n'est concerné en réalité, sauf ceux qui sont victimes, et c'est à eux de voir si c'est un sujet ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il ne représente pas une alternative. Donc il aurait dû se mettre au service de quelqu'un. Peut-être il aurait pu se mettre derrière Philippot, qui est plus jeune, etc. Et ils ont les mêmes, plus ou moins les mêmes idées, quoi. Voilà. Mais Philippot a fait d'autres paris. Mais les deux, l'un comme l'autre, sont pas très positionnés sur des sujets comme Gaza. Ils sont pas très positionnés sur des sujets qui dérangent, parce qu'ils se rendent compte que leur électorat, il n'est pas capable de comprendre. Et donc on a une forme de clientèle. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en politique qui est capable de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc. Mais surtout qui est capable d'être structuré. Parce qu'en réalité, la force de Macron, quand il est parti de la politique, bon, déjà il avait été ministre, il avait plein d'argent, il avait une vie stable, entre guillemets, mais surtout, il est parti avec des mecs qui étaient capables de lui créer un énorme parti. Il est parti avec Ferrand, il est parti avec plein d'anciens députés, les vieux de la vieille du Parti Socialiste, du machin. Il est parti avec une armée de grosses pointures pour faire une machine de guerre qui était capable d'avoir des financements, qui était capable d'avoir des députés, des colleurs d'affiches, des machins, des trucs, etc. Enfin, les gens, ils se lancent avec la fleur au fusil en croyant que ça va se passer comme ça. C'est exactement ce qu'a vécu Asselineau. C'est pas parce qu'on est plus beau gosse, qu'on est machin, qu'on est ceci, etc. Parce que on en parlait hier. Branco, juste un article de fait et document, et il se fait tailler un costard pour les 5 prochaines années. Parce que le problème, c'est que à rentrer dans le circuit de la politique, même Fillon, il s'est retrouvé dégoupillé pour une affaire de costume, pour une affaire de machin. Ouais. C'est-à-dire que lui, il est attaqué sur des filles, des machins. Le système, il détruit toutes les personnes qui veulent rentrer dans les règles du système. Et dans le même temps, Macron, il y a plein de dossiers, il y a plein de gens qui disent où est son argent de Rothschild, où est son argent d'Alstom, qui est Brigitte Macron, qui est Emmanuel Macron. Mais en réalité, tout ça, ça lui passe parce qu'il a le pouvoir. Et les gens veulent prendre le pouvoir contre quelqu'un qui a le pouvoir et qui détruit tous ceux qui s'en approchent et qui a même détruit tous ceux qui auraient pu lui faire de l'ombre avant qu'il prenne le pouvoir. Le mec, il a flingué Hollande, bon, il a flingué tout le monde. Sarko, Fillon, enfin, tous. Et ceux qui pourraient, par exemple, à un moment, les gens disent Retailleau, il est génial, à droite et tout, il est super. Finalement, le mec, il a montré qu'il était uniquement là pour avoir un job, parce que quand il aurait dû démissionner, parce que Macron s'est foutu de sa gueule, bah, il a fermé sa gueule, il est resté. C'est pas un chef d'État qui agit comme ça. C'est pas un futur. Il n'a pas les moyens de sa politique de toute façon. Exactement. Il a ni les moyens, ni le caractère, ni le machin. Donc il est bon pour être un soldat ou un officier supérieur. Mais voilà, il montre qu'il n'a pas du tout ce qu'il faut pour être un chef d'État. Ce qu'ont eu des chevènements, ce qu'a eu Fillon. Fillon, il a démissionné. Il a dit, mais moi, je ne reste pas dans ces conditions. Chevènement, il a démissionné. Bon, ben, ces gens-là, en tout cas, ils laissent dans la mémoire des gens la mémoire de personnes qui ont une intégrité, une droiture, un machin. Voilà, moi je dis juste qu'en fait, c'est le syndrome de Dilbert, en fait. C'est qu'on a au sommet, dans toutes les catégories, les gens les plus incompétents, en fait. Voilà. On a ce qu'on mérite. Et les personnes qui essayent d'émerger pour faire de la politique, c'est comme si, dans les fêtes foraines, ils sont des ballons en plastique, derrière des petites grilles, et puis de temps en temps, il y a un second couteau du système qui descend les 3 ballons, en disant, bon, voilà, et puis ils gagnent le lot, mais ils gagnent le lot qui n'est pas un lot, c'est genre une petite friandise de Macron, parce qu'il ne s'intéresse même pas à ça. Enfin, je veux dire, même Attal ne s'intéresse pas, enfin, bref, c'est... Bah ouais,
c'est pas drôle, hein, parce que les gens ont envie d'avoir un messie, un sauveur. Mais ces gens-là, en fait, ils sont même pas honnêtes, ils sont même pas courageux. Parce que moi, je me retrouve complètement blacklisté du système, alors que uniquement, parce que comme je suis pas corruptible, que je dis la vérité, bah ça les emmerde. Je dis la vérité sur leur petit business, sur leur médiocrité, sur leur machin, etc. Ben voilà, mais parce qu'il faut assainir le marécage aussi chez nous. Et c'est vrai qu'on vient de passer la période de Pâques, on a un pape qui est mort, maintenant il est temps de se débarrasser des marchands du temple du système. Enfin, voilà, quoi, c'est fini, quoi. C'est peut-être pas moi qui le ferai, mais en faisant ce que je fais, j'inspire, j'espère, des gens on peut vous comparer à un colibri, quoi. On pourrait être un colibri. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous me dites, est-ce qu'on peut faire une interview que vous ayez 1 milliard d'abonnés ou 10 moi je réponds oui, en fait. Oui, parce que l'important c'est que ça se diffuse et que ça... Avec des gens qui sont entiers. Oui. Vous faites ça de façon entière, ça se voit. Donc, point. Mais vous avez beaucoup préparé pour être sûr de savoir... voilà, moi j'apprécie en fait. Mais c'est normal et c'est un respect aussi. Vous voyez. Oui, mais... Voilà. Monsieur Schuller, votre pèlerinage sur le chemin de Compostelle, on va en parler un peu. Vous le qualifiez de merveilleuse aventure humaine sur Twitter. Et ça semble avoir marqué une étape spirituelle importante dans votre vie. Comment cette expérience a-t-elle transformé votre regard sur votre propre quête? Et qu'elle soit personnelle, ou mystique, ou géopolitique, et les leçons spirituelles que vous en tirez pour aborder les défis du monde contemporain de demain. Alors déjà, ça m'était jamais arrivé de marcher comme ça, enfin à part des balades en famille, enfants, puis plus tard, etc. Puis bon, quand j'ai fait mon service, je suis officier de réserve, et c'était un peu comme une idée. Un jour, je faisais une introduction d'une de mes vidéos pour YouTube, et je balance comme ça le 15 août pour la Sainte Marie. C'est le 15 août, je pars en pèlerinage vers Compostelle. Et puis après, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je lui ai dit, il faut le faire. Ouais, mais j'avais du temps en même temps. J'ai dit 2 mois avant. Mais dès le lendemain, j'ai des personnes qui disent, ah, si tu fais ça, ça m'intéresse. Formidable. Grosse connerie. On ne part pas marcher... c'est sympa d'être avec d'autres personnes. Et franchement, il y a des personnes, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont formidables, mais c'était pas possible de marcher parce qu'on n'a pas les mêmes raisons de marcher. C'est-à-dire, on peut marcher 1 ou 2 jours où on démarre et puis on dit, bah, si on se retrouve ce soir, tant mieux. Si on se retrouve pas, tant pis, bonne marche, etc. C'est quelque chose d'assez solitaire, en fait. Et tous les gens qui ont fait ça s'en rendent compte. C'est une quête à l'extérieur de soi, donc on va rencontrer des gens, et une quête à l'intérieur de soi, puisque c'est ça essentiellement un pèlerinage, c'est quelque chose de... On se retrouve avec soi-même. De très... avec soi-même, même physiquement, puisque comme c'est un exercice d'ascèse, un exercice physique, on porte un sac, on marche beaucoup de kilomètres, on marche tous les jours, donc on rend son corps plus solide, plus résistant. Et puis on a comme un objectif. Alors moi, en fait, mon objectif, évidemment, c'est d'arriver à Compostelle, mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est-à-dire d'ici là, je vais marcher partout, en fait. Puis à un moment, je me dirai, allez, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon pèlerinage. Et j'ai pas... La destination n'est pas l'objectif, en fait. L'objectif, il est autre. C'est pour ça que j'appelle ça pas à pas vers Compostelle. Mais... que ce soit l'année dernière ou cette année, je fais toujours avec le même foulard, qui est fier palestinien, et je fais ça, mais sans le crier sur les toits. Je me balade pas avec un drapeau, avec un... Voilà, si quelqu'un me demande, je lui réponds. Je lui dis, je fais ça pour les Palestiniens de Gaza,
donc ils vivent un génocide. Oui, vous avez tenu comme un petit journal de bord et chaque jour il y avait des pensées. Des... Oui, et puis même quand j'étais dans une église, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles on peut écrire des intentions de prière, on peut écrire des mots, etc. Et j'écrivais toujours la même chose, pas à pas vers Compostelle pour les Palestiniens de Gaza. Et je mettais la date, puis effectivement je prenais la photo, et puis parfois je la mettais, mais c'était vrai. Dès le premier pas. Et alors ce qui était drôle, c'est que quand j'avais commencé l'année dernière, pas cette année puisque j'ai pas voulu faire ça en groupe, mais j'avais quelqu'un qui lui me disait mais c'est super, il faut qu'on aille dans les banlieues, qu'on aille voir des imams, qu'on aille voir des machins, et que ça se transforme en le CID, c'est que on part team 50 et on arrive 5000. Mais c'était pas mon projet. Moi j'avais aucune envie politique ou géopolitique d'ampleur. Le message, c'est que chacun, à son échelle, doit être un petit colibri pour dire ça va pas. Mais moi, je ne veux pas être celui qui rassemble les foules. Si je suis un exemple pour certaines personnes, oui, vous voulez pas servir ça va de très bien. guide. Mais parce que ça sert à rien. Dès que vous avez envie, dans la politique ou dans tous les domaines, d'avoir un rôle, en fait, vous avez plus de personnes qui vont chercher des raisons de vous détester que des raisons de vous suivre. Que moi, je suis pas suicidaire, donc j'ai aucune ambition de ce côté-là. Je fais ce que j'ai à faire. S'il y a des personnes qui apprécient, elles n'ont pas besoin de me le dire. Elles font ce qu'elles font. En ce moment, il y a un médecin qui revient de Gaza qui fait une grève de la faim. Ça n'intéresse personne. Mais j'espère qu'il ne le fait pas en se disant qu'il va passer au journal de 20h ou autre, parce que ce ne sera pas le cas. Donc moi, j'ai relayé un peu ça pour sensibiliser. Mais après, tout est compliqué. Parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, l'exposition médiatique est très très faible. C'est-à-dire, moi, entre avant Gaza et donc avant le 7 octobre et maintenant, j'ai l'impression d'être 10 fois moins visible. C'est-à-dire la pression sur les algorithmes est terrible. Et il y a quelqu'un, par exemple, que j'aime bien, qui s'appelle Finkelstein, Norman Finkelstein. C'est un docteur universitaire, etc., juif, dont les parents sont des survivants de l'Holocauste et qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à Gaza et qui a des positions comme Gideon Lévy, du Haaretz, etc., qui sont complètement contre le sionisme, contre la politique de Netanyahou, contre la colonisation, contre la barbarie à Gaza, etc., et qui l'exprime vraiment bien. Quand vous voulez voir sur YouTube une vidéo récente de lui, alors qu'il y en a plein, il est tout le temps invité, etc., c'est introuvable, ça ne vous donne rien. Si vous voulez voir une vidéo de lui sur X, eh bien, ce sera que des vidéos qui datent d'avant 2023 et qui sont encore à peu près correctement référencées. Mais tout ce qu'il dit depuis, c'est invisibilisé. Donc le moteur de recherche ne va pas vous le montrer. Donc pour le trouver, il faut avoir l'adresse exacte ou connaître la personne qui l'a interviewé, etc. Mais par exemple, moi je suis un grand fan de Tucker Carlson, mais je ne suis pas sûr que Tucker Carlson un jour osera l'inviter. Or c'est quelqu'un qui est fascinant, mais parce qu'il est un peu comme chez nous, quelqu'un comme Sora l'autre, donc c'est des personnes qui sont extraordinairement corrosives en fait. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Ou quelqu'un comme Xavier Poussard ou d'autres. Moi, c'est des gens vraiment, j'apprécie beaucoup Xavier, comme j'apprécie beaucoup Aurélien Poisson, Zoé Sagan. Sora, je ne connais pas, donc je m'intéresse à ce qu'il fait et au rôle qu'il a eu depuis longtemps, mais je ne peux pas trop m'exprimer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, après on a eu des exemples concrets dans ces moments spirituels. Vous avez rencontré quand même tout le monde. J'ai rencontré des prêtres, même des moines exorcistes. J'ai rencontré des commerçants, des gens qui hébergeaient, d'autres marcheurs, etc. Non, c'est passionnant. Des gens qui viennent du monde entier, avec lesquels on discute, on s'amuse. Sur un plan humain, c'est... Ah non, mais c'est génial. C'est génial. De toute façon, tous les gens qui font ça, a priori, sont des gens sympas. Donc, c'est top. Ben oui.
Oui, c'est bien que sur le chemin, on rencontre aussi des gens qui ont une démarche, et peut-être pas, et peut-être qu'en vous ayant rencontré, ils se sont peut-être intéressés aussi à un peu plus... Alors j'ai essayé de briser un peu le voile sur Gaza, Ouais. sur la Russie, sur Macron, etc. Franchement, on part de très très loin. Vous expliquez ça comment? Le manque d'information. Le manque. C'est-à-dire dès l'école, on est formaté. Matrixé. Les parents, maintenant, ils osent même plus parler de ces sujets-là. C'est-à-dire que quand tu es un parent avec tes enfants et que tu veux leur parler de ces sujets-là, et que tes parents racontent à l'école que tu dis ça, tu peux te retrouver au commissariat. Donc même les parents aujourd'hui, avec les nouvelles lois, etc., bien sûr, c'est terrifiant. Puis alors imagine, parents divorcés, etc., là c'est l'extra-balle. Hein. Ouais. Vous êtes également connu pour avoir décrypté et analysé le portrait d'Emmanuel Macron. Et là, on est au tout début de 2017. Et vous l'avez publié, alors vous avez publié l'analyse détaillée en juin 2023 sur votre chaîne YouTube, en 2 parties. Et vous avez également tenu des conférences à Valence à ce sujet l'an dernier. D'ailleurs, vous avez retweeté la semaine dernière ce sujet-là, je l'ai vu passer. Si vous voulez bien qu'on puisse revenir un court instant dessus, parce que vous suggérez quand même que ce portrait contient des symboliques très fortes. En fait, moi, ma question, c'est d'après vous, qui a choisi de mettre en scène de cette sorte le président, sa posture, les livres ouverts, tous ces symboles-là, les animaux bibliques que vous avez pu voir? Est-ce que c'est son équipe? Est-ce que vous pensez que c'est sa photographe officielle, Swazik, de la Moissonnière? Ou est-ce que c'est son intention à lui? C'est son intention. On voit très bien, puisqu'en fait, il fait la photo avec... il y a Sibeth India qui regarde, il y a la photographe qui est dans la salle, et vraiment, il a la photo. Et puis en plus, sur cette photo, il y a plein de Photoshop. Hein. Par exemple, la taille des arbres, si on regarde par rapport au jardin d'Élysée, l'endroit où est faite la photo, la taille des arbres dans son dos, c'est pas possible en fait. Il faudrait qu'il fasse sur la saturation des couleurs, j'avais trouvé qu'il y avait un truc qui le visage en fait, une moitié qui rit, une moitié qui fait la tête, etc., etc. Tout est calculé au millimètre, c'est-à-dire le reflet du coq sur l'écran de l'iPhone. Donc là, il fallait mettre les spots d'une certaine manière, etc. Et surtout, cette photo n'a pas été changée en fait depuis 2017. Donc c'est une photo qui ne bouge pas. Et ça continue à fasciner les gens. Par exemple, Rémi de Juste Milieu, avec lequel je travaille, hein, je fais des articles pour le banquier, pour lui, etc. Bah, il me dit, de tous les articles que j'ai eus, c'est de très très loin l'article qui plaît le plus en fait. Donc les gens sont sans cesse complètement affolés de se dire qu'ils sont passés à côté de ça en fait. Que Macron nous a dit tellement de choses sur lui, sur son rôle, et qu'on refuse de le voir. Hein. C'est pas une photo, c'est pas le hasard. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas 1000 signes qui sont alignés, qui sont là par hasard. Hein. C'est super perverse quand même. Ouais, c'est très pervers. Ouais. Et puis surtout, la photo, c'est comme le portrait de Dorian Gray, quoi. On dirait qu'elle vit avec lui, quoi. On a l'impression que la photo, à l'époque, c'était lui, aujourd'hui, c'est lui. Alors que si vous regardez des images de lui en 2017, il a l'air extrêmement jeune, il a l'air... oui, il a cette beaucoup... photo, elle est surréaliste, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé, elle est dans les mairies. Mais si vous la regardez, vous ne voyez pas la tête de Macron jeune de 2017. C'est comme si la photo vieillissait avec lui. C'est un truc magique, en fait. Ah oui. Là, vous n'avez pas remarqué? Quand vous voyez la photo, avant de faire ça, vous vous dites, merde... Avec 2017, cette photo, il ne ressemblait pas à ça en 2017. Alors, j'ai pas fait le comparatif en mettant l'une à côté de l'autre, mais je vais le faire, par curiosité. On pourrait passer 5 heures à parler de cette photo-là. On va peut-être pas le faire, parce qu'on a attendu à côté. Vous répondez quoi aux critiques qui parlent de théories infondées et de désinformation? Je ne réponds plus. Vous répondez plus. Ça sert à rien. Voilà. Oui,
C'est du temps perdu. Vous enlevez le mal de tête. Ouais. Les gens, ils ont même pas envie d'avoir la réponse. Ils se sont fait une idée. Le problème, c'est comme le vaccin. Une fois qu'on s'est fait vacciner, une fois qu'on croit des conneries, c'est 10 fois plus compliqué de vous faire sortir de là. En fait. Est-ce que l'humain en lui-même n'a pas du mal à admettre qu'il s'est trompé, qu'il a été tort? Surtout quand il a été manipulé. Très manipulé, et ensuite très fier de défendre des idées qui s'avèrent fausses. Là, par exemple, on a plein de cas. On a des gens qui détestent tellement la Chine qu'ils étaient persuadés que Trump allait écrabouiller la Chine avec sa politique de tarifs. Et maintenant qu'en fait c'est Trump qui abandonne surtout les dossiers, les personnes ne vont pas s'excuser d'avoir tellement trompé leurs auditeurs. Et il y en a plein. Moi j'ai énormément de respect et d'admiration pour Trump, et je pense que c'est l'homme le seul de la situation qui peut sortir les États-Unis de cette situation, ce qui n'empêche pas de dire quand il fait n'importe quoi. Et souvent il fait n'importe quoi parce qu'il ne travaille pas les dossiers, parce qu'il a une intuition qui est fondée sur sa connaissance très ancienne. Il est très peu informé. Il ne sait même pas que l'Espagne, c'est en Europe quasiment, Trump. Enfin, il faut imaginer, entre le golf, ses réunions avec ses potes, ses machins, ses trucs, son business, la présidence. Quand est-ce que vous voulez qu'il travaille les dossiers? C'est pas possible. Donc, il est très superficiel sur plein de choses et il se laisse avoir sur plein d'autres. Il faut bien imaginer, quand on est président des États-Unis, on a 50 personnes autour de la table. Et c'est celui qui parle le mieux, qui parle souvent, qui embarque l'adhésion. Mais Trump peut rebondir parce qu'il est capable de faire machine arrière, et voilà. Et je pense que peur un peu quand même. Parce qu'il par rapport à comme hier, il a dit qu'il était à l'accord à 100%, surtout avec Netanyahou. Il fait peur, il fait très peur. Alors après, il y a ce phénomène de personnage où il peut dire, et ça il a fait, de dire oui le lundi, revenir dessus le mardi, prendre une autre décision le mercredi. Bon, parce que j'avais fait un article sur ce sujet où je disais que en fait chaque pays avait des présidents qui représentaient parfaitement les jeux de stratégie de leur pays. Donc Poutine c'est un joueur d'échecs. Xi c'est un joueur de Go, et Trump c'est un joueur de poker. Donc il manipule bien le bluff, sauf qu'il est face à des gens qui sont dans des jeux de stratégie. C'est pas plus compliqué, les échecs ou le Go, mais c'est des gens qui sont froids, qui connaissent bien. Enfin voilà, ils jouent aux échecs. Donc l'autre a un jeu de cartes. Peut-être il y a plein de présidents de monde qui ont envie de s'amuser à jouer aux cartes et qui vont se faire plumer par Trump. Mais eux disent non, mais moi je suis pas dans une partie de poker, je suis dans une partie de Go. Alors tac, ils prennent des territoires et ils continuent. Et c'est exactement ce qu'a fait Xi. Il dit, mais moi je vais pas m'exciter avec ces trucs, il va se calmer tout seul comme un bébé, il va se rendre compte que voilà quoi, il peut pas monter en haut de l'armoire sans se faire aider, il va se prendre 2-3 gadins, et puis voilà, voilà, c'est trop grand. Maintenant, et c'est ce que Trump a dit aujourd'hui. Il a dit bon voilà, il va falloir qu'on s'entende avec les Chinois. Il aurait pu le dire dès le début. Il n'était pas obligé de passer par cette absurdité qui a fait beaucoup de mal, qui a fait. Mais bon, en même temps, ça montre que la bourse c'est n'importe quoi. Quand on voit les milliers de milliards que la bourse a perdu, voilà quoi, les gens qui continuent à croire que c'est autre chose qu'un casino, il faut qu'ils se fassent soigner, quoi. Je vous remercie infiniment, Monsieur Scholler, pour votre générosité, pour ce moment de réflexion, et c'était important. Et puis un peu de l'analyse du monde vue par vos yeux. Et on peut vous retrouver sur YouTube, sur votre chaîne. Et puis on peut vous retrouver aussi sur X, anciennement Twitter. Voilà. Exact. C'est ça. Voilà. Vous n'avez pas une autre page Si, Substack, pour moi, c'est vraiment ça le média le plus important. C'est substack.com, c'est une lettre d'information auquel je passe beaucoup de temps. Et je vous invite vraiment, Delphine, à vous inscrire. Je vous mettrai... c'est gratuit, mais il y a des petits avantages pour ceux qui payent, enfin, qui sont vraiment plus pour inciter. Parce que si on ne met pas de barrière, malheureusement... Et c'est Bertrand55 sur substack.com. Donc voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et nous, c'est RSI Média, voilà. Voilà, ça c'est un nom. Miette de vie, vous pouvez me retrouver aussi. Mais je vais faire. Voilà. Ok, bon. Merci beaucoup. Merci d'être À très bientôt.